Coucou Booktube. Aujourd'hui, oui. Mais j'ai l'impression que je présente un peu je sais pas, une émission télé. Aujourd'hui, on va faire mon bilan lecture du mois de février. Le mois de février, il était court, il est passé vite. 28 jours, guys, 28 jours. Mais j'ai réussi à lire quand même 4 livres. On remercie quand même les livres audio. J'en suis plutôt contente et je suis enfin sortie de ma phase fantasy parce que vous ne voyez pas, mais ma bibliothèque tout en haut. Voilà, il y a beaucoup de fantasy. Non, en vrai, moi je suis plutôt team fantasy et Elisa, ma soeur, elle préfère plutôt la romance. Même si elle lit aussi de la fantasy. Mais j'avoue que là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance et je voulais trop m'y replonger dedans parce que, en vrai, la romance c'est bien, mais à petite dose. Et tu vois, là, j'avais besoin de la petite dose. Là, j'ai lu principalement des romances, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de février 2024. Je voulais un peu rattraper mon retard niveau romance. Du coup, ça va être des livres assez connus sur Booktube, Bookstar. C'est parti. Of course, je vais pas parler avec le micro tout le temps parce que non. Du coup, je vais le poser. Parfait. Premier livre du mois, c'est un de mes livres préférés ever. The South Girl, le tome 1, excellent. Excellent, il est incroyablement bien. En fait, je pense que ça se voit parce que j'ai quand même bien annoté. Ça fait longtemps que j'essaye de convaincre Elisa pour qu'elle le lise. Normalement, elle est censée le lire cette année parce qu'elle a un challenge de lecture. Mais il est trop bien, guys, il est trop bien. Qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Mais bon, je vais quand même vous faire un petit résumé. Concrètement, The South Girl, c'est quoi? On suit l'histoire de Elvira Petrova. Elle vit dans les quartiers sud de Chicago. Là-bas, il y a les gangs qui règnent, il y a la pauvreté, etc. Et elle a une vie un peu... pas ouf. Elvira, c'est vraiment quelqu'un de super intelligente, elle a un QI super élevé et elle a un frère, voilà, eux deux ils sont proches comme ça, sauf que son frère il est en prison depuis quelques années. Un jour il y a une avocate qui vient la voir et qui lui dit bon bah je vais libérer ton frère de prison à condition que tu rejoignes l'une des universités les plus prestigieuses du pays pour traquer un violeur. Elvira, elle va accepter et quand elle va rejoindre cette université, en fait, tout frais payé parce qu'elle est du coup boursière. Elle va être voisine des joueurs d'hockey et mecs les plus populaires de l'université. Donc en fait, cette romance, elle est super rafraîchissante parce que d'un côté, on a l'intrigue avec l'histoire de viol, c'est super violent. D'ailleurs, faites attention, ce livre, il contient des trigger warnings vraiment à ne pas négliger. Des fois, c'est très violent, donc vraiment renseignez-vous parce que ça peut vraiment heurter la sensibilité si vous n'êtes pas prêt. Vraiment, ne négligez pas les trigger warnings. Du coup, je disais, d'un côté, il y a l'avancement avec l'histoire des viols, voilà, c'est super violent, ce qui se passe, etc. Et de l'autre côté, t'as Elvira qui essaye de se reconstruire, un peu la trend found family, et Miss to Lovers, et voilà. Donc en fait, t'as la combinaison des deux qui fait que c'est vraiment une histoire super originale et rafraîchissante. Et donc voilà, j'ai trop hâte de relire le tome 2. Il est sorti récemment et il faut que je l'achète parce que impossible que je le lise pas. Qu'est-ce que vous attendez pour lire The South Girl? Je comprends pas en fait. J'attends que vous lisiez et que vous mettez un commentaire de si vous avez aimé ou pas. Deuxième livre du mois de février que j'ai écouté en audio, c'est bien évidemment Valentina. Alors faites attention parce que lui aussi il contient des trigger warnings à ne pas négliger. Je l'avais commencé sur Wattpad, mais globalement je m'étais arrêtée un peu avant le tome 1 sur Wattpad et donc là vraiment c'était totale découverte, terrain inconnu pour moi et autant vous dire que j'ai encore plus kiffé que le tome 1. Après, c'est pas surprenant parce que je savais que j'allais aimer, mais je suis quand même agréablement surprise quoi. Enfin, je pense que Valentina on le présente plus, c'est l'histoire d'une fille qui vit à Tepito, donc au Mexique. Avec sa cousine, elles vont être retrouvées mêlées à des affaires de gangs, de cartels, etc. Elle va voler une cargaison de 2 millions d'euros à un mec, donc Preto, qui essaye de se faire connaître au Mexique. Il va être frustré, il va la kidnapper pour qu'elle lui rende sa cargaison. Valentina va être en danger parce qu'il y a plein de gens qui la veulent parce qu'elle est extrêmement belle. En fait, elle a des ojos verdes. Et en fait, c'est littéralement ces ojos verdes qui lui permettent de survivre dans ce cartel. En fait, ce que j'aime bien avec le tome 2, c'est que déjà, tout le long, il y a de l'action. Vraiment, tout le long, il se passe plein de trucs, ça explose de partout. Et la romance, elle évolue beaucoup plus que le tome 1 parce que je dirais que c'est plutôt un slow burn. Et voilà, ça évolue à son rythme. Et pareil pour le Found Family, ça évolue progressivement. À choisir, je choisirais 1000 fois le tome 2 parce qu'on est beaucoup plus
plonger dans l'histoire. Et voilà, le tome 2 il était excellent, j'adore. J'ai trop hâte de lire le tome 3, je crois que la date n'est pas encore annoncée. Troisième livre du mois de février, c'est bien évidemment The Fine Prince. Alors lui il était dans ma vidéo de livres à sortir de ma palle en 2025 et figurez-vous que j'ai enfin réussi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne m'attendais pas à kiffer, mais étrangement j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment tout un monde à part entière. En gros on suit l'histoire de Zara qui travaille dans un parc d'attractions et de Rowan, donc lui il a repris le parc d'attractions après le décès de son grand-père. Un jour il y a une campagne qui est ouverte et en gros tout le monde peut donner un peu son avis sur le parc d'attractions, enfin de ce que j'ai compris. Et ce qui se passe c'est que Zara, un peu bourrée, elle va dire ce qu'elle pense de l'une des attractions. Mais vous voyez, genre son avis va être très négatif, il va être très direct. Rowan, en fait, lui, l'un de ses objectifs, c'est d'améliorer le parc d'attractions parce que c'est ce qu'il a écrit dans le testament de son grand-père. Donc, il a 6 mois pour faire évoluer un peu les choses. Zara, du coup, quand elle envoie ça, elle attire l'attention de Rowan. Il va l'engager dans ses équipes de créatrices. Les créateurs, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent tout le temps ramener de nouvelles idées pour améliorer le parc, en proposant de nouveaux manèges, en dessinant de nouveaux plans, etc. Bref, Zara, elle est super contente parce qu'elle est créatrice sans même en avoir fait les études, donc elle sait vraiment pas dessiner pour le coup, mais elle adore en fait son travail parce que les créateurs surtout de Dreamland ils sont super réputés et en fait il y a un bémol, c'est Rowan, son patron en fait, elle peut pas se le voir parce que c'est le mec le plus aigri que je n'ai jamais vu. Il sait pas sourire en fait, lui on sait pas. Zara c'est tout le contraire de Rowan, genre elle est super solaire, super... ouais genre c'est le typique Grumpy Sunshine. Alors ce que j'ai pas aimé je pense dans The Fine Prince, c'est le fait qu'il y avait parfois des embrouilles qui servaient à rien. Je conçois que ça permet d'avancer l'histoire etc, mais après je comprends pourquoi les embrouilles sont là, mais je trouve qu'on pouvait s'en passer. Pareil, je trouvais que parfois c'était un peu long pour rien, on aurait pu raccourcir un peu, mais c'était pas si dérangeant que ça avec du recul et voilà, on s'attache vraiment au personnage de Zara et de Rowan. Finalement j'ai bien aimé malgré ces petits bémols et en vrai c'est pas de si grands problèmes que ça. Il y a un tome 2 et 3 qui sont sur les frères de Rowan parce que le grand-père quand il est décédé il a attribué des missions pour chacun des frères. Donc Rowan c'était un peu de développer l'aspect créateur de ce parc d'attractions, mais le deuxième frère de Rowan et le troisième frère ils ont également des missions. Et dans leur livre on va du coup suivre leur histoire et en fait ça m'intrigue. Je crois que l'un des livres c'est le frère de Rowan qui doit en gros trouver une femme avec laquelle se marier pour assurer je crois l'héritage ou quelque chose comme ça. C'est tout, je raconte de la merde. J'essaierai de les lire très prochainement. Quatrième livre du mois de février et c'est bien évidemment Mad Majesty. Lui, non mais lui je vous dis hein, franchement je devais absolument pas le lire. Je crois qu'il était même pas dans ma palle pour 2025. Mais vous savez quoi? Je me suis dit parfois dans la vie, faut prendre du risque, faut sauter, faut pas se poser des questions. Quand j'ai commencé le livre, je ne connaissais absolument pas le résumé, je savais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une romance, qu'il y a de la royauté parce qu'il y a une couronne et que c'est Belinda Dane qui l'a écrit et que c'était forcément bien. C'est tout. C'est les seules informations que j'avais sur Mad Majesty. Ok. Faut s'imaginer qu'on est, ok, on ferme nos yeux, voilà, vous êtes en Angleterre, on s'imagine qu'il y a une famille royale totalement fictive avec en tête le prince Damien. Il devient roi parce que son père il meurt et il n'est pas vraiment apprécié par l'opinion publique parce qu'on pense qu'il n'arriverait pas à assurer la poursuite de la couronne britannique. Ce qui se passe avec Damien aussi c'est qu'il a des traumatismes qui lui ont laissé des séquelles parce qu'il a fait la guerre à un moment et forcément il y a un impact sur sa psychologie. Et Damien de sa propre volonté il va décider de faire du bénévolat et pour ça il va se rendre dans une association pour les sans-abri où il va rencontrer Esmé. Esmé elle vient d'un milieu populaire et donc elle doit travailler dur pour assurer et pour acheter des médicaments pour son père malade. Elle déteste la famille royale, enfin détester c'est un mot fort mais en tout cas elle ne les aime pas. En fait ce qui se passe c'est que sa sœur, elle s'est entraînée un peu toute sa vie, sa mère elle a travaillé dur pour que sa première fille puisse aller dans les grandes écoles pour fréquenter un peu les têtes couronnées etc. avec espoir que sa fille puisse marier un jour le prince britannique. Alors sa sœur au début elle est très agaçante, pareil pour sa mère on a l'impression qu'elle fait du favoritisme et qu'elle préfère, enfin qu'elle met sur un piédestal sa fille qui va lui assurer en fait un bel avenir avec de l'argent et un bon mariage en fait tout simplement, et Esmé qui est vue un peu comme celle qui a arrêté ses études pour se concentrer et payer les médicaments de son père etc. Donc voilà on sent un peu qu'il y a du favoritisme et on se met à la place d'Esmé et franchement c'est douloureux. Bref, en tout cas pour la sœur d'Esmé c'est plutôt bien parti parce que c'est la favorite
de la reine. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment, il y a un bal et durant ce bal, le roi, il doit choisir sa future épouse pour la montrer aux yeux de tous. Et le roi, au lieu de choisir la sœur d'Esmé, il va choisir Esmé. Alors personne s'y attendait, ni même Esmé, et en fait ils se connaissent depuis quelques jours. Esmé, elle ne l'aime pas, mais il va lui proposer un accord. Ce qui se passe, c'est que le roi, il a une campagne et donc du coup tout le monde est content parce que lui de base il voulait pas se marier, mais pour être roi, il est obligé. Et Esmé, elle va avoir assez d'argent pour les soins qu'il faut pour son père, mais également si elle veut faire des dons dans des associations, etc. Comme elle en a toujours rêvé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà la plume de Linda Dane, je suis pas déçue. Je sais pas si c'est le premier livre que je lis d'elle, mais en tout cas je savais que j'allais apprécier. L'histoire, comme je vous ai dit, genre j'étais vraiment au courant de rien, mais pour le coup c'était super bien rythmé, on est plongé dans l'univers. On voit qu'il y a des recherches qui ont été effectuées avant d'écrire le livre, qu'on suit un peu les traditions britanniques. J'ai bien aimé aussi le fait qu'Esmé elle vienne plutôt d'une famille modeste, qui fait que il y a toute la presse qui est sur son dos et donc t'as toute une pression médiatique. Enfin bref, très intéressant, c'est très bien développé, c'est très bien amené et ça c'est vraiment un gros point fort. Honnêtement, il n'y a aucun des livres où je suis déçue ce mois-ci, c'était vraiment des surprises. Ça m'a fait du bien de sortir un peu des fantaisies, des mondes complexes avec 56 milliards de cartes, 56 milliards de personnages aux noms qu'on ne peut même pas prononcer. Ça m'a donné une nouvelle image de la romance parce que j'étais très centrée sur le fait que la romance c'était nul et finalement je ravale un peu mon vomi parce que c'est pas si nul que ça. Mais c'est pas au même niveau que la fantasy quand même, on va pas abuser. C'est tout pour cette vidéo, j'ai adoré lire ces 4 livres et sur le mois de mars, on continue avec plein d'autres livres, plein d'autres romances. J'ai trop hâte de vous faire mon petit bilan le mois prochain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les livres que vous avez lus au mois de février, quels sont vos coups de cœur, quels sont les livres que vous avez détestés et quels sont les livres que vous me conseillez pour l'année 2025. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.